Donc, on va aborder une séquence maintenant peut-être un peu moins scientifique, un peu plus contextuelle pour expliquer comment et pourquoi l'eau du bassin rennais, que ce soit la collectivité, la SPL ou Rennes Métropole, ont décidé de travailler avec le monde scientifique et finalement quelle valeur ajoutée nous recherchons à travers ce partenariat. Et pour cela, on va donner la parole à quelqu'un qui est à distance, qui n'est pas avec nous dans le studio, qui est Michel Demolder, le président de la collectivité eau du bassin rennais, à qui je vais volontiers céder la parole. Si vous nous entendez, Monsieur le Président, la parole est à vous. Oui, bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Parfaitement. Merci en tout cas de cette présentation très synthétique. J'ai bien apprécié l'exercice en 3 minutes. Et on sait l'importance de la relation entre la recherche scientifique et des collectivités comme les nôtres. Et je rappellerai que notre collectivité, c'est un syndicat mixte d'intercommunalité et qu'à travers la consommation en eau potable et donc la production d'eau potable, évidemment, on regarde les effets de l'adaptation au changement climatique dans un territoire où la population va s'agrandir. Christophe Barbeau parlait d'un peu plus de 500 000 habitants aujourd'hui où on distribue de l'eau potable. Prédiction 2040, c'est plutôt 600 000 habitants. Donc derrière, on sait que nos ressources en eau sont importantes et on sait que cet éclairage-là scientifique de l'évolution des ressources, puisque nous avons essentiellement des ressources superficielles, nous permet aussi de trouver la bonne stratégie actuelle. Et voilà, on a parlé effectivement du pompage sur le Meux pour remplir le réservoir de la Chaise, qui permet de passer les mois d'étiage plus sévères. Derrière, nous avons 2 grands barrages, évidemment la Rance et Chaise-Canu. Il faudrait aussi comparer les relations de chaque bassin versant qui ne se comportent pas de la même façon. Tout cet éclairage, elle amène aussi à se poser la question effectivement de la façon dont on doit gérer la production et la distribution de l'eau potable. Et derrière, au-delà on va dire des techniques qui permettent de pomper de l'eau. Je rappellerai que pomper de l'eau, c'est aussi de la dépense d'énergie. C'est aussi travailler sur tout ce qui est la réduction de la consommation. C'est travailler sur tout ce qui permet de réutiliser l'eau des fois. Et donc, ça interroge les politiques publiques également sur l'habitat futur. Derrière, c'est pour nous important puisque nos ressources en eau, elles seront de toute façon limitées. On voit les tendances actuelles, si on ne fait rien pour réguler cette augmentation des températures, vont accentuer les choses et on sait que nos cours d'eau, avec les débits minimums biologiques, on aura peut-être moins de capacité de pompage pour remplir les réservoirs. Donc, pour nous, c'est important d'avoir cet éclairage et de l'affiner, puisque voilà, malheureusement, tout le monde le sait, les rapports du GIEC nous alertent depuis longtemps. On a bien vu à travers le schéma qu'a montré Ronan les effets importants depuis 1990. 1990, je rappellerai le sommet de Rio en 92, où on alertait déjà sur ces problématiques de température. Les temps vont être beaucoup plus rapides sur la décision publique, d'où l'importance d'avoir ce travail de recherche permanent qui nous permet, nous, d'avoir un éclairage pour prendre des décisions les plus adaptées. En tout cas, c'est quelque chose qui, en tant qu'élu, me semble très important. Et je crois que la communauté scientifique, là-dessus, nous informe, mais aussi nous permet d'avoir des modèles de prédiction sur les capacités d'agir et de voir les ressources qui sont à utiliser, je dirais, presque mois par mois. Ça, Laurent Génaud le sait bien, puisqu'on regarde toujours les effets. On a beau avoir un mois de mai très pluvieux, on sait que ce sont surtout les plantes qui prennent et qu'on risque d'avoir un arrêté d'alerte sécheresse. Voilà, puisque les 3 mois qui viennent vont être beaucoup plus chauds et avec moins de précipitations. Donc, Jean-Reynald, on vous accueille. L'idée, c'est, on a bien vu tout l'intérêt d'une collectivité d'essayer d'avoir des outils d'aide à la décision, des outils de prédiction. Michel Demolder l'a bien rappelé. Si on devait donner un autre chiffre pour montrer un peu l'enjeu et le risque d'effet de ciseaux auquel on est exposé, c'est qu'on a fait l'hypothèse que sur le territoire du bassin rennais, il faudrait 5 millions de mètres cubes de plus en 2030 par rapport à 2020, donc par an.
Et en même temps, on voit qu'on va être confronté à peut-être une raréfaction de la ressource en eau, à la fois pour l'eau potable, mais aussi ça pose la question de la pérennité des milieux aquatiques, la vie biologique, la capacité aussi pour les stations d'épuration à rejeter des effluents dans des milieux qui seront beaucoup plus fragiles. Donc, on voit bien que toutes les questions sont imbriquées les unes dans les autres. Pour vous, en tant que scientifique, quel intérêt il y a à travailler dans une recherche qui est peut-être moins fondamentale, mais plus appliquée, étant au contact des gestionnaires du service public de l'eau et de l'assainissement? Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'intérêt pour un scientifique de travailler en partenariat avec des collectivités locales? Merci Laurent, bonjour à tous. La première chose, c'est la connaissance qu'ont l'ensemble des partenaires du monde des changements qui arrivent. Et ça, c'est quelque chose qui régulièrement nous questionne, qui est aussi un gros atout. Un gros atout pour les partenariats qu'on monte ensemble, c'est cette connaissance. Cette connaissance à la fois de ce qui va arriver et puis cette connaissance du monde scientifique. Il y a un deuxième point qui est extrêmement satisfaisant dans ce partenariat, c'est la vigilance. On voit très bien que les questions qui nous sont remontées, depuis maintenant déjà un certain temps, plusieurs années, sont des questions très précises. Ce sont des questions qui touchent aussi le quotidien des personnes. On était, il n'y a pas très longtemps, en discussion avec des collègues sur l'Arguedon qui nous disaient oui, nous, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, ça peut être des exemples très concrets. Ça peut être l'agriculteur qui va avoir plus de mal à rentrer dans son champ en fonction de la saison. Et puis, qui dire aux responsables, bon, moi, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe parce que c'est plus humide. Et comme c'est plus humide, je n'arrive pas à rentrer dans mon champ. On le voit aussi dans des problématiques qui sont des problématiques plus larges. Dans mes retenues d'eau, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on le voyait aussi dans ce que montrait Ronan, avec les données que vous nous avez confiées, on voit une diminution de la quantité de recharge dans les retenues d'eau. Ça pose question. Et nous, ça nous pose question, mais on n'est pas les seuls à qui ça pose question. Ce sont des questions qui sont très générales. Et faisait bien de le faire remarquer, c'est l'ensemble du cycle de l'eau qui est concerné. C'est aussi la vie aquatique, c'est aussi tout ce qui est notre interaction avec le cycle de l'eau, à la fois en termes de ressources, en termes de capacité, de dilution. C'est aussi une question qu'on se pose avec vous, avec Rennes Métropole, avec d'autres collectivités. Donc, ça nous pose question. Et fondamentalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on rentre dans un monde nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire, un monde nouveau? C'est un monde nouveau qui est lié au changement climatique. C'est un monde nouveau parce qu'on ne l'a jamais connu. De mémoire d'homme, j'entends la partie historique, et même au-delà de la partie historique, archéologique, géologique, il n'y a aucun événement qui a été aussi rapide, non pas seulement dans l'histoire de l'humanité, mais aussi dans l'histoire de la planète. Comment faire avec un événement aussi rapide pour pouvoir vivre avec? Je ne dis même pas s'adapter, je dis vivre avec, c'est plus large que ça. Ça questionne nos relations entre humains et environnement, et ça, autant d'un point de vue de la gestion, de l'installation sur le territoire, de l'organisation, que d'un point de vue scientifique. Nous sommes face à la même question. Nous sommes tous face à cette question-là. Comment faire pour envisager ce monde nouveau? Et ça a 3 conséquences pratiques. La première conséquence pratique, c'est qu'un monde nouveau, ça demande une nouvelle exploration. Finalement, nos territoires deviennent un peu différents, voire très différents. Ils demandent une nouvelle connaissance, une nouvelle exploration. Les ressources en eau qu'on connaît aujourd'hui, ce seront aussi les ressources de demain, mais pas uniquement. Il y aura besoin de nouvelles ressources. Michel de Molder le disait tout à l'heure, très bien, on connaît nos ressources, on sait qu'elles évoluent. Est-ce qu'on va avoir de l'eau pour demain? Question qui a été posée. Et la réponse, c'est qu'une partie des ressources, on les connaît, mais il faudra trouver d'autres ressources. Vous parliez, Laurent, de 5 millions de mètres cubes en plus. Où est-ce qu'on va les trouver? Ça demande cette nouvelle exploration. La deuxième partie, là aussi, ça a été largement discuté, autant par Ronan que par Luc, ça demande de nouveaux modèles. Alors, les modèles, très prosaïquement, c'est une activité qu'on fait depuis longtemps et qu'on a toujours fait de la même façon. On fait une expérience, on vérifie le modèle. Si ce n'est pas très juste, on corrige.
Si c'est juste, on utilise pour faire de la prédiction. Le problème dans ces questions de changement climatique, c'est que le modèle, il n'y a pas d'expérience pour le vérifier, étant donné qu'on doit se projeter, que l'unique objectif de ces modèles, au-delà de la connaissance, c'est bien de se projeter, c'est bien de prédire. Donc, on rentre dans un nouvel cadre de modélisation, dans une nouvelle démarche scientifique. D'autant plus questionnant, d'autant plus difficile que dans ces modèles intervient aussi la rétroaction de la société. On sait très bien qu'aujourd'hui, la mobilisation de la société n'est pas la même que celle qu'on a vue hier. Donc, la rétroaction de la société, c'est quelque chose d'extrêmement important. Les scénarios climatiques, ceux que vous a montré Ronan, ils sont destinés à évoluer parce qu'on souhaite collectivement, de plus en plus, qu'il y ait une atténuation du changement climatique. C'est-à-dire qu'on n'aille pas vers des scénarios de réchauffement de 2 degrés et demi, mais qu'on soit plutôt inférieur. Donc, modéliser avec un milieu qui reste à réexplorer et des scénarios qui vont évoluer, c'est un vrai défi. C'est un vrai défi autant scientifique que pour l'ensemble de la société. Parce que ces modèles, ils sont liés à des données. Les données que vous avez sur vos bassins versants, les données que vous avez sur l'exploitation de l'eau, ce sont des données qui sont essentielles. Le travail qui a été réalisé très bien pendant des dizaines d'années, depuis les années 50-60, par les pouvoirs publics, la région notamment, les collectivités, pour obtenir ces données, c'est une mine d'or. On pourrait dire que la Bretagne, avec ça et avec le contexte hydrologique, c'est un vrai paradis pour les hydrologues. Le troisième point, après la nouvelle exploration et les nouveaux modèles, c'est une nouvelle organisation. Les ressources de demain, ce seront celles d'aujourd'hui, mais aussi d'autres ressources. Comment est-ce qu'on va s'organiser par rapport à ça? Naturellement, on va faire de l'optimisation. On sait bien faire de l'optimisation des systèmes. Mais au-delà de l'optimisation, ça veut dire une réorganisation. Et cette réorganisation, ça demande du temps. Je reviens là sur ce que je disais au départ, la vigilance. La vigilance, elle entraîne l'anticipation. Et c'est bien ça qu'on est en train de faire, anticiper sur ce qui va se passer dans 10, 20, 30, 40 ans. C'est aujourd'hui qu'on commence à le prévoir. Et c'est aussi cette relation de l'anticipation dans le futur qui est une discussion extrêmement satisfaisante entre recherche fondamentale et recherche appliquée. C'est aussi ce que l'on souhaite tous, c'est que dans 50 ans, les générations qui vont nous suivre, elles puissent se dire ils ont été visionnaires. Il y a 50 ans, ils ont été visionnaires. Plutôt que il y a 50 ans, ils savaient, mais ils n'ont rien fait. Et je crois que c'est cette relation entre vigilance et anticipation qui, à la fois dans un monde scientifique, à la fois dans une capacité d'organisation d'une société, c'est aussi ce monde nouveau que l'on travaille à faire émerger d'un point de vue recherche comme d'un point de vue application. Merci Jean-Rénal. Donc on comprend bien en fait que finalement ce qui fait le terrain de rencontre de nos métiers en tant que gestionnaire public de l'eau et en tant que chercheur, c'est que finalement, le rôle politique, c'est de préparer l'avenir, d'avoir des services publics performants et qui préparent l'avenir. Et sauf que là, on est confronté à des questionnements qui est de dire c'est compliqué de prévoir l'avenir. En fait. Et puis, finalement, on est dans une dynamique de changement climatique. Il va se passer des choses qu'on ne peut pas prédire simplement en regardant le passé. Il y a une part d'inconnu en fait dans cette capacité à prédire. Et donc, c'est là où il y a vraiment une pertinence à ce que vous et nous, on travaille ensemble, puisque finalement, on est vraiment au cœur de ce qu'est la recherche. C'est que la recherche, c'est aider les décideurs politiques locaux à prendre les bonnes décisions pour être opérationnels dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Parce qu'il faut que chacun ait à l'esprit qu'on est en train de parler de sujets qui concernent des infrastructures qui sont très coûteuses, que vous savez que des barrages, aujourd'hui, on n'en fait plus sur le territoire métropolitain parce qu'on connaît l'impact que ça a. Donc, quand il va s'agir de trouver des nouvelles ressources, ça ne sera pas forcément de faire des nouveaux barrages. Trouver des nouvelles ressources, ça va être aussi de constater la dynamique actuelle de remplissage des barrages et de se dire qu'il faut qu'on trouve aussi, peut-être par d'autres programmes de recherche,
des ressources dont on est certain que la qualité va permettre de rendre une eau potable. Donc, on a aussi des actions à faire sur la recherche en matière de qualité d'eau brute, parce qu'on sait que l'activité humaine a des impacts sur la qualité de l'eau et que si on a moins d'eau et qu'en plus cette eau, elle est polluée, ça va encore complexifier le travail des acteurs de la gestion publique de l'eau potable et de l'assainissement. Donc, on a un champ de travail en commun qui est encore très large. Là, on a ce matin fait un focus sur la gestion quantitative, mais on est en train de réfléchir à ouvrir un focus sur la gestion qualitative, en fait, avec de nombreuses perspectives. Et puis, on voit bien que la recherche va nous aider à décider sur l'aspect du stock d'eau, en fait, on va raisonner ça comme ça, mais que par ailleurs, on a aussi, nous, au niveau des collectivités locales, des travaux, des actions à conduire sur les changements de comportement, le développement des actions en faveur des économies d'eau, et qu'on voit bien aussi que là, on a sans doute aussi des territoires de recherche à conduire sur ces questions du changement de comportement. Je pense qu'on a des actions à conduire en matière de sociologie pour mieux comprendre ce qui fait que les usagers changent leur comportement. On a sans doute des réflexions à conduire sur comment on aménage, comme l'a dit Michel Demolder, comment on aménage la ville de demain et comment finalement on essaie de trouver des alternatives à l'usage d'eau potable, mais utiliser plus d'eau pluviale, mettre à profit la précipitation pour stocker de l'eau au plus près de la parcelle, pour essayer de répondre à cette équation. Dans 15 ans, 20 ans, avoir l'eau potable pour un usage d'eau potable, en fait, et peut-être avoir continué à développer d'autres usages. Et ça, je pense que ce cheminement de trouver les réponses va se faire par des travaux successifs entre les gestionnaires des services publics et les acteurs de la recherche. Et on a la chance sur le territoire rennais d'avoir vraiment une panoplie d'écoles d'ingénieurs, d'universités sur ces questions d'hydrogéologie, de chimie, de santé publique, d'alimentation aussi durable. Donc, j'espère qu'ayant un peu pointé du doigt cette question de la gestion quantitative, on vous avait fait comprendre en quoi, finalement, cet exemple-là montre bien la pertinence d'un travail à conduire et à poursuivre sur un champ beaucoup plus large, en fait. Je ne sais pas, Oui, Rénal, ce que vous en pensez, mais… Ces relations, on n'est pas les seuls à se poser ces questions-là, mais la démarche dans laquelle on s'implique les uns et les autres est exemplaire. Et est exemplaire à la fois pour notre territoire, mais surtout pour d'autres territoires. C'est ce qu'on souhaite. On souhaite que ça puisse servir le travail qu'on fait, aussi l'organisation qu'on met en place, les recherches interdisciplinaires, pluridisciplinaires, comme vous le disiez, effectivement, avec cet apport des sciences de l'homme et de la société, avec cet apport des sciences naturelles, avec cette relation, c'est dimensionnant pour d'autres territoires. Je pense à d'autres territoires en France, mais bon, en France, on n'est pas les plus mal lotis là-dessus, mais aussi d'autres territoires à l'étranger, parce qu'il faut bien voir que cette question du changement climatique, et on le sait, c'est une question globale. Et la question de l'adaptation, de la prévision, ça, ce que l'on fait actuellement sur notre territoire est exemplaire pour d'autres territoires très largement sur la planète. C'est ce qu'on souhaite aussi en tant qu'universitaire. On a une mission qui est une mission locale comme une mission qui est une mission globale, universelle comme universitaire.